Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le quatrième épisode de ce webinaire Achat et impact social égale performance. Ce n'est pas antinomique. Et puis nous sommes effectivement à ce quatrième rendez-vous. Alors pour finalement parler de ces sujets-là et pour vous remettre un petit peu de contexte, je suis Cédric Laroyenne, le directeur SE du groupe EPSA. Le groupe EPSA, en quelques mots, c'est une entreprise qui est créateur et producteur de performance durable qui a axé son activité en France et à l'international autour de quatre métiers. Le premier qui est celui d'accélérer la performance opérationnelle. On va travailler sur la question des achats, supply chain, l'efficience organisationnelle, la stratégie financière. Deuxième filiale qui est tout aussi importante et rattachée à la question des achats, qui est celle de la marketplace. Finalement, comment est-ce que les achats de faibles montants peuvent être notamment externalisés, ou en tout cas peuvent être pris à notre charge pour faire gagner à forte valeur ajoutée le temps des acheteurs chez nos clients. Troisième filiale qui est celle autour de l'innovation et de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut accélérer la performance innovation? Ça, on va travailler sur des plans de financement, sur la fiscalité, sur la recherche et le développement. Et puis finalement, quatrième filiale qui est sur l'optimisation des charges fiscales, sociales, la fiscalité locale, etc. Ça, c'est de se dire ces quatre piliers-là sont là pour que l'on puisse travailler sur tous les centres de coûts d'une entreprise. En termes de lien avec le sujet, EPSA a profité de ces dernières périodes et de cette accélération, notamment de certaines tendances, pour se dire qu'aujourd'hui, on le sait, l'entreprise, et ça, c'est pas un vain mot, doit être acteur d'une performance durable, doit repenser notamment sa boussole, qui ne doit plus être purement économique ou financière, mais qui doit aussi être autour des questions d'impact social, d'impact environnemental, en tout cas de penser peut-être à plus long terme. Et donc, on a travaillé avec les équipes et tous les acheteurs, notamment du groupe EPSA, sur ce que l'entreprise peut être et peut dessiner une performance durable vue sous le prisme et sous l'angle des achats. Quand on sait que ça représente entre 50 et 70% du chiffre d'affaires d'une entreprise, notamment dans le secteur industriel, on s'aperçoit que les achats est un véritable levier de transformation durable et pérenne d'une entreprise avec de l'impact en faveur de l'intérêt général, en faveur de plein de sujets. Donc, on a travaillé sur ce guide-là qui nous a permis derrière de décliner finalement le contenu sur une série de webinaires. Alors, l'épisode 1 et 2 étaient autour des achats responsables, mais du point de vue de la gouvernance. Donc, on a d'abord travaillé sur un premier épisode, somme toute assez théorique, qui donnait les matrices, les critères, les enjeux importants de ces questions-là. Puis on a fait intervenir Bertrand Pouillou, qui est le directeur des achats d'Enedis, en grand témoin. Ce sera le cas aussi aujourd'hui pour effectivement illustrer tout ce qu'on a dit. Sur l'épisode 3 et 4, donc ce binôme d'épisodes-là, on est sur celui de comment finalement les achats peuvent être conciliés avec de l'impact social. Donc l'épisode 3 a eu lieu fin avril avec encore une fois plutôt une approche théorique, matricielle, etc., pour se dire finalement quels sont les indicateurs, pour défricher un petit peu le terrain. Et aujourd'hui, on a effectivement, et je vais le présenter juste après, Laurence qui va venir nous témoigner de finalement ces effectivement valeurs de performance et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour l'entreprise, pour l'acheteur, mais aussi pour l'entreprise qui est dans son rôle de fournisseur. Donc voilà pour cette série de webinaires et puis on entamera sur le courant de juin finalement la troisième partie de ce qu'on va retrouver dans le guide performance durable autour du sujet de l'environnement, comment les achats peuvent contribuer à finalement une diminution de l'empreinte carbone. On sent que c'est le nerf de la guerre, en tout cas médiatiquement, ça l'est en ce moment. Donc on va travailler sur ces questions-là avec toujours le même principe. Un premier épisode, l'épisode 5, qui va être encore une fois assez théorique pour apporter beaucoup de contenu, de contexte, et puis on dessinera un épisode 6 autour d'un grand témoin. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de pouvoir passer un peu de temps avec toi, Laurence Debuet-Jones, qui est directrice associée d'Impact. Alors, Laurence, je vais te laisser la parole pour te présenter, présenter ce que fait Impact et puis qu'on puisse avancer sur ce sujet-là, sur les prochaines minutes, avec, je le rappelle, pour toutes et tous, la possibilité de poser vos questions. On va se garder 5-10 minutes à la fin, donc n'hésitez pas via l'outil GoToWebinar à poser quelques questions. Elles seront notées, puis on pourra faire le relais, que ce soit pour Laurence ou pour moi en fin de session. Peut-être juste avant, Laurence, de commencer sur les premières questions et que tu te présentes, finalement, qu'est-ce qui s'est dit lors du dernier webinaire sur l'épisode 3? Bah, juste en une slide, on a essayé de résumer ça, qui est de se dire, aujourd'hui, les achats, effectivement, sont vecteurs et sont un des leviers activés pour transformer l'entreprise durablement et dans son business, dans son operating model. Et il y a un secteur assez incroyable, assez innovant, qui représente quand même 10%
du PIB, 12% des emplois en France, qui est le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et finalement, ce sont des acteurs qui sont sur le terrain, qui ont dans leur raison d'être, leur mission, leur operating model, leur business model, des considérations sociales ou environnementales qui sont peut-être beaucoup plus fortes, ou en tout cas qui sont peut-être beaucoup plus au cœur que les entreprises plus traditionnelles. Et ces entreprises-là, on va les retrouver sur certains secteurs, sur finalement deux typologies de bénéfices, de l'ancrage territorial, et on va aussi beaucoup parler de ça, hein, Laurent, sur les entreprises qui sont dites en QPV, donc les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont en ZRR, les zones de revitalisation rurale. On sait que là, on va apporter du dynamisme économique dans ces territoires, donc c'est important. Les PME locales, on parle beaucoup de circuits courts, et donc c'est un tissu qu'on peut redynamiser. Et puis, il y a toute une partie finalement d'action, si on parle vraiment d'impact social, de structures qui ont elles-mêmes pour objectif aussi bien d'être rentables financièrement que d'avoir un impact auprès d'une typologie de personnes précises. L'employabilité des seniors, l'employabilité des demandeurs d'emploi de longue durée, l'employabilité de jeunes sans qualification, ou les entreprises favorisant l'insertion de minorités. On rentrera dans le détail de tout ça. Voilà ce qui s'est dit lors du dernier webinaire. Et pour illustrer effectivement tout ça, Laurence, j'ai la chance de t'avoir à nos côtés. Laurence, je te laisse te présenter, et peut-être déjà une première question qui est, alors finalement, c'est quoi impact et c'est quoi la vision d'impact sur ces sujets-là? Bonjour, mais un grand merci déjà, Cédric, de m'inviter à cet échange. Alors oui, effectivement, je vais parler d'un point de vue un peu particulier, peut-être par rapport aux autres intervenants de la série, puisque moi, je viens du monde de l'économie sociale et solidaire et de l'investissement à impact. Impact Partner, donc je suis partenaire, je suis notamment en charge du développement de nos activités d'engagement. Donc Impact, c'est une société de gestion, c'est-à-dire que nous finançons la croissance des entreprises à impact, et simplement on a une raison d'être qui est de pouvoir agir avec des entreprises qui sont engagées pour une société durable et juste. Donc cette raison d'être à la fois nous oblige à faire plus de financement, plus que du financement. C'est-à-dire que le métier d'un investisseur, c'est évidemment d'essayer d'avoir le maximum de performances financières. Nous, dans notre logique, on va essayer de cumuler évidemment performances financières et performance sociale, ce qui peut rejoindre d'ailleurs les approches des acheteurs responsables. Alors, comment on agit? On le fait sur 3 axes dans la sélection qu'on peut avoir des projets et de notre engagement. Donc, d'abord, tout ce qui est une intervention sur le social. Et pour nous, le social, c'est la promotion de l'égalité des chances, de l'égalité réelle. Donc, ça passe par soutenir des entreprises impact qui sont dans les secteurs qui changent la vie des gens, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle tout ce qui est l'apprentissage. Donc, on investit dans des entreprises qui facilitent la formation professionnelle et l'apprentissage. On investit dans des entreprises qui sont sur le soin, notamment l'accès aux soins, le soutien au parcours de soins pour des gens qui peuvent être en difficulté. Et on intervient également sur le local, qui est cette logique de territoire. Donc, il y a l'approche publique, comme ce que vous avez évoqué lors du dernier séminaire, donc public fragile, communauté à soutenir, et la partie territoire, puisque en France, on fait pas de discrimination, j'allais dire positive, mais une façon de le faire, des critères de territoire fragile qui cumulent des difficultés en termes d'emploi, en termes de santé, en termes de qualité de vie. Donc, ce sont tous les périmètres que tu évoquais, QPV, ZRR, zone de revitalisation rurale. Bon, voilà, l'État, on a fait, il y en a beaucoup, mais en tout cas, c'est des indicateurs objectifs qui nous permettent de cibler
là où intervenir et là où soutenir les entreprises. Puis notre troisième pilier, donc je disais le social, le local, évidemment le green, puisqu'aujourd'hui c'est absolument indispensable de pouvoir accompagner l'adaptation au changement climatique, et notamment quand on est sur des startups, des jeunes entreprises, il faut pouvoir accompagner tous ces changements-là. Donc en fait, cette activité-là nous a conduit à avoir à nous engager en partenariat avec le ministère de la politique de la ville, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur un dispositif qui s'appelle le Pacte. Donc le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, qui a été lancé en 2018 et qui a pour vocation de faciliter les démarches inclusives notamment des grandes entreprises, mais aussi des PME et des TPE, mais Impact, anime le partenariat national au niveau des grandes entreprises. Alors, l'idée, c'est de pouvoir agir sur 4 axes qui est essentiel, et on viendra, et je referai le lien avec les achats, c'est-à-dire que d'abord, on est sur des sujets RH. Comment sensibiliser notamment les jeunes des quartiers populaires à l'entrepreneuriat. Donc, ça passe par des interventions, notamment dans les lycées, qui engagent les collaborateurs des grandes entreprises, à partir de la formation, notamment sur l'apprentissage, pouvoir inciter les jeunes à se diriger vers des métiers parfois aussi qui sont en tension. Donc, on est sur des politiques RH inclusives, et recruter, qui est la partie sensibilisation aussi à tout ce qui est politique de non-discrimination. Donc, en plus de ces actions RH, il nous a semblé essentiel, nous, pour Impact, de dire OK, il faut avoir une politique en direction des publics, mais il faut aussi avoir une politique en direction des territoires. Et quel est le meilleur levier, finalement, pour une entreprise d'agir aussi en direction de son territoire? C'est au travers des achats responsables. Donc, du coup, on a mis en place des speed meetings, des événements, en tout cas une offre de service gratuite, puisque c'est en partenariat avec l'État, qui doit faciliter l'engagement des entreprises sur ces sujets-là, et notamment sur ces sujets RH. Alors, on a dans le pacte, on a une vision, j'allais dire, sur trois dynamiques. D'abord, comme je disais, sensibiliser. Alors, quand on est sur les achats, c'est-à-dire le premier point, c'est pour sensibiliser, il faut connaître. Et pour connaître, il faut savoir référencer ses fournisseurs, pouvoir les identifier. Donc, autant la question du secteur protégé, de l'IAE, est inscrite quand même depuis maintenant plusieurs, même dizaines d'années. C'est connu en France, en tout cas. Voilà, et puis c'est souvent quand même inclus dans les process. Autant la démarche locale, finalement, est beaucoup plus récente. Donc, on peut apporter aujourd'hui du géoréférencement sur quels sont les fournisseurs situés dans les quartiers politiques de la ville, dans les zones rurales, en plus de l'information sur le statut de l'entreprise, sur son agrément. Donc ça, c'est aussi un point, nouveau, et que les entreprises qui sont mobilisées dans le pacte nous demandent beaucoup. Donc, vraiment, première action sur la sensibilisation. La deuxième action sur la mobilisation. Et ça, on le fait au travers de l'organisation des événements, de la tournée des achats impactants, de manière à susciter des occasions de rencontres sur des services que les acheteurs n'auraient pas forcément l'occasion de voir. En tout cas, ça provoque des opportunités et des idées d'achat. Et puis, le troisième point, c'est la valorisation au travers des rapports Pacte et de la mise en réseau avec les pouvoirs publics, les acteurs sur les territoires, et ça se traduit notamment par la publication des rapports Pacte. Donc, du coup, le dialogue qu'on va avoir, il va venir de cette expérience à la fois sur l'investissement direct dans l'économie à impact, et puis en même temps sur ce trait d'union que l'on peut faire dans notre action en direction des grands groupes. Alors peut-être, je peux juste
vous précisez sur le pacte, il y a 2200 entreprises, TPE, PME, grands groupes aujourd'hui qui sont engagés dedans. Donc, nous, on s'occupe des grands comptes. C'est à peu près 90 grandes entreprises. Cette année, on a vu qu'elles près de 80% mettent en avant vraiment des engagements et des en matière d'achat responsable, donc vraiment une forte mobilisation avec en moyenne les achats se répartissent 50% sur des achats locaux, un tiers qui va en direction du secteur protégé et puis 16% qui va sur l'insertion par l'activité économique. Donc, alors voilà, donc ma vision, c'est quand même qu'aujourd'hui, c'est vraiment une tendance, voilà, une tendance majeure et qu'il y a quand même un fait avant et après Covid. Donc avant Covid, c'est clair, il y avait des marchés réservés, il y a eu un regain sur les achats locaux, mais je trouve que tout ce qui s'est passé pendant cette crise a vraiment aussi accentué cette nécessité finalement de faire des achats responsables comme quelque chose même de classique et qui devient complètement intégré. Alors, pas pour toutes les entreprises, ça dépend des secteurs d'activité. On sent bien la vague, on sent bien vraiment cette vague où c'est plus les bonnes œuvres, mais c'est quelque chose qui améliore la compétitivité de l'entreprise. Donc, voilà. Ma première vision, c'est quand même qu'on a passé un cap vraiment sur ces sujets-là. Justement, Laurence, est-ce que donc on l'a compris, hein, la crise Covid a vraiment été un accélérateur de tendance et notamment sur cette question-là. J'avais deux points là-dessus sur lesquels j'aimerais avoir ton regard. Est-ce que ça a été impulsé par finalement les directions achats ou par les directions RSE ou finalement peut-être par la direction générale? Quel a été finalement l'acteur que tu as le plus vu venir ou toquer à la porte d'Impact en disant on a un truc à faire sur les achats, on ne sait pas trop comment, on aimerait bien être sensibilisé, mobilisé, ensuite valorisé. Hein, je reprends tes 3 points. Donc, première question, est-ce que finalement, tu as plus vu vraiment les acheteurs se préoccuper de la question ou est-ce que c'est venu peut-être de la direction RSE qui est peut-être finalement son rôle d'impulser ce type d'initiative? Et puis, deuxième question, est-ce qu'en parallèle, parce que là on parle des entreprises et des grands groupes, est-ce qu'en parallèle, tu as vu une préoccupation accrue en faveur finalement, est-ce que c'était le handicap? Est-ce que c'était l'insertion économique? Est-ce que c'était finalement les quartiers prioritaires politiques de la ville? Est-ce qu'il y a eu une tendance particulière sur le mot est pas joli, mais une typologie d'acteurs qui est venue se renforcer avec le Covid? Alors, sur qui est mobilisé, c'est vraiment difficile de le dire parce que ça dépend tellement de l'organisation au sein de chaque grande entreprise. Voilà, donc nous, nos interlocuteurs, c'est les responsables achats, ce sont les responsables RSE, responsables RH aussi, qui peuvent créer un incentive au travers des enjeux d'accueil des personnes handicapées. Mais très clairement, ça fonctionne si on est sur une direction générale qui a compris que c'était maintenant un must-have et non pas, encore une fois, quelque chose d'annexe. Et ça a vraiment changé. Moi, vraiment, ce que j'ai remarqué là, suite au Covid, c'est d'abord évidemment un enjeu très renforcé sur les territoires. Ça, vous pourrez le retrouver dans les différents rapports Pacte qui sont sur le site du Pacte. Mais d'abord, le sentiment de devoir protéger les fournisseurs, ça a été quand même très, très marqué. Et le fait de devoir aller chercher
des produits, de devoir acheter des produits nouveaux dans l'urgence et a priori en circuit court dans la proximité. Donc ça, tout d'un coup, la qualité des relations avec les fournisseurs locaux voilà, a complètement évolué. Et moi, j'ai été vraiment surprise de voir ce qui a été mis en œuvre, tout ce qui peut être, par exemple, sur les marchés publics, comme la ville de Paris, où un des responsables voilà, expliquait qu'aujourd'hui, ils avaient vraiment mis beaucoup de souplesse dans les appels d'offres, ils avaient simplifié les process parce que l'urgence faisait que on ne pouvait pas être tatillon sur l'ensemble des démarches. Il y a eu tout ce qui est le maintien à l'activité des fournisseurs. Ça, vraiment, en tout cas, moi, j'ai la vue sur les 90 entreprises du pacte. Toutes celles qui ont accordé des délais de paiement, qui ont pu faire du rachat de stock, qui ont voilà, qui ont maintenu leurs engagements. Donc ça, clairement, ça a donné au travers de la protection des fournisseurs, un vrai sentiment de nécessité d'être sur le local. Et puis, je pense que ça a fait aussi quand même totalement bouger les lignes avec une approche beaucoup plus systémique. Je pense que là, on a vraiment compris l'importance du triptyque, le client, le client, le fournisseur, le collaborateur. Et quand toutes ces valeurs-là sont alignées, et ben ça donne, voilà, on arrive à faire des choses assez extraordinaires en très peu de temps et très efficaces. Donc voilà, sur ces deux points-là, c'est voilà, un engagement un peu global, systémique, et puis des lignes qui ont vraiment bougé. Je pense que… Bien sûr, ouais, complètement. Alors, faut espérer que du coup ça perdure et qu'il y ait une vraie transformation, que ce soit pas un effet d'aubaine ou un effet de mode là durant les quelques mois ou quelques années sur lesquelles on traverse cette crise-là, mais que en tout cas on soit capable, alors c'est un mot un peu un buzzword, hein, mais d'être résilient par rapport à ça et de l'inscrire dans la durée, dans la continuité finalement des pratiques d'achat. Mais j'ai plutôt bon espoir que comme on vient créer une nouvelle relation avec un fournisseur qui peut paraître entre guillemets peut-être un peu différent de prime abord, parce que entreprise adaptée, parce que SIAE, parce que circuit court. Effectivement, une fois qu'on y a goûté une fois, il n'y a pas de raison qu'on ait une première expérience, il n'y a pas de raison de s'en aller. Peut-être pour rentrer, Laurence, un petit peu plus dans le concret. Alors, je te poserai des questions sur peut-être un ou deux exemples que tu peux avoir en tête juste après, mais avant. On a essayé lors du dernier webinaire de démystifier la relation, le fait de travailler avec des acteurs. Et d'ailleurs, pour que ce soit un non-sujet dans les quelques années, il faut qu'on en fasse un sujet aujourd'hui et qu'on explique ce que c'est qu'une entreprise adaptée, une SUAE, un entrepreneur dans un QPV, etc. On est obligé peut-être de les flaguer, les taguer dans un premier temps pour sensibiliser, pour mobiliser, pour qu'ensuite ça rentre finalement dans un panel de fournisseurs sans forcément une distinction de ce type-là. Comment concrètement, toi, tu penses et comment tu as vu des relations changer, évoluer? Tu parlais de ta surprise. Comment ça fonctionne? Finalement, ça fonctionne comme une relation lambda entre un fournisseur. Alors, il y a peut-être un temps d'adaptation, la prise en compte de quelques singularités par rapport à certains publics. Mais concrètement, comment tu as vu des rencontres naître et comment ça s'est passé? Je crois, d'abord, ce qui me semble essentiel et dans ce qui s'est passé, c'est déjà une meilleure connaissance par les collaborateurs des entreprises classiques, des grandes entreprises, de ce qu'est ce secteur de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat à impact, parce que je pense qu'il y a on projette quand même beaucoup de préjugés sur ce secteur-là. C'est-à-dire qu'il faut être quand même, si on revient un petit peu dans le contexte de l'émergence de tout ce qui est entrepreneuriat social et solidaire, c'est quand même l'idée, c'est de dire que le profit n'est pas la seule finalité de l'entreprise. Hein, et ça, c'est sorti c'était dans les années 80, en gros, pour répondre à un chômage structurel très élevé en France, pour
on voit les difficultés à aller chercher un point de croissance pour les entreprises. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, il y a des acteurs souvent associatifs d'ailleurs hein, au départ, qui ont dit voilà, il faut qu'on soit en mesure de produire des biens et des services qui permettent, qui ont pour finalité de remettre au travail un certain nombre de personnes. Mais pour ce faire, ça ne veut pas dire, je veux dire, les faibles marges, la faible lucrativité ne veut pas dire absence de professionnalisme et absence de logique entrepreneuriale. Hein. On ne parle pas d'associations de joueurs de boules, on est systématiquement sur des acteurs qui peuvent être des entreprises commerciales mais avec agrément, qui peuvent être des associations, mais qui sont clairement des entités économiques. Donc le premier point, c'était quand même de pouvoir avoir une connaissance de ce secteur-là, de reconnaître ses spécificités, parce que ce sont quand même généralement des petites entreprises. Hein. On est dans la TPE, plus même la TPE que la PME. Et du coup, voilà, il y a leur capacité à être professionnelle, mais le fait que ça peut donner ça peut nécessiter de l'accompagnement. Donc, la façon de ce que j'ai pu repérer dans ce qu'ont pu faire les entreprises, quand même très souvent, c'était le fait d'aller en immersion entre protégés, donc d'avoir des modules de formation liés à l'ESS, à l'entrepreneuriat impact pour les collaborateurs, d'intégrer des personnes handicapées dans l'entreprise. Donc, le premier truc, c'était quand même la connaissance mutuelle hein, là-dessus. Ensuite, je crois aussi, il y a un deuxième phénomène, c'est que aujourd'hui, la valeur de l'entreprise a repris quand même des couleurs et que l'ensemble des parties prenantes s'attendent à ce que l'entreprise, clairement, ait un impact positif. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a une convergence culturelle, c'est un grand mot, mais en tout cas, il commence à avoir une convergence entre différents types d'entreprises. Donc, c'est peut-être plus facile aussi de pouvoir dialoguer avec des entreprises à impact, des entreprises d'utilité sociale, quand soi-même, on est porté en interne, on voit apparaître un peu des injonctions à pouvoir avoir une vision de son action qui va au-delà du seul cost killing. Quoi. Bien sûr. Ouais. Donc, tu effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que des intervenants précédents nous ont dit qu'aujourd'hui, même d'une manière générale, il fallait que les acheteurs aillent sur le terrain pour mieux en mieux connaître ces fournisseurs. Alors, ce que tu me dis, c'est que finalement, la démarche que tu as vue ou que tu préconises est la même que finalement que les acheteurs devraient utiliser ou appliquer pour tout autre type de fournisseur. Donc finalement, on est vraiment dans une logique de continuité sans faire une différence, même si effectivement tu as raison et tu l'as souligné, il y a peut-être quelques spécificités chez certains fournisseurs de l'économie sociale et solidaire sur lesquels il faut venir appréhender. Et là, il peut y avoir des biais plus personnels. On parlait notamment du sujet du handicap. Effectivement, c'est ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ta remarque parce que, in fine, tout ça est finalement vecteur d'impact social, mais vecteur de performance économique. Ce ne sont pas des fournisseurs au rabais, c'est-à-dire qu'à performance égale et à prix équivalent, on peut aller chercher de l'impact social. Donc effectivement, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est sur ce changement-là, un petit peu de paradigme presque, d'aller étoffer sa base de données fournisseurs et d'aller faire ce pari qui peut être pris d'ailleurs comme un challenge, hein, comme un risque, une incertitude au début, mais ensuite qui peut être confirmé dans la durée. Alors, est-ce que tu as des exemples concrets justement de collaboration? Alors, il y a cette tournée des achats impactants hein, que Impact vous animez chaque année, qui crée effectivement avec ces speed meetings dont tu parlais des mises en relation qualifiées et qui sont vraiment très pertinentes pour l'avoir vécu aussi hein, entre les besoins et les offres de services qui peuvent être faites. Donc, on vient démystifier aussi les sujets, on va créer de la rencontre et finalement sur ces sujets-là d'achat impactant, quoi de mieux de se parler en vrai pour vraiment apprendre à se connaître et pas juste à travers un cahier des charges ou un appel d'offres. Est-ce que tu as des exemples concrets de success story ou pas d'ailleurs, hein,
de relations qui se sont nouées avec la tournée des achats impactants ou pas, mais finalement de collaborations qui ont généré de la performance économique et de l'impact social via des achats? Alors, il y a beaucoup d'exemples. À la rigueur, je vais peut-être vous faire un petit listing parce que ils sont extrêmement différents. Soit ça peut être dans des choses, j'allais dire simplement un acheteur, enfin, je vais dire classique, une relation extérieure. Soit on voit bien qu'il y a des degrés d'intégration qui vont jusqu'à EPSA, une entreprise adaptée. On peut être sur des modèles extrêmement intégrés. Mais ce qu'on retrouve quand même très souvent alors dans les partenariats, parce que je pense que c'est quand même aussi des logiques de partenariat, de fit entre collaborateurs. Enfin, on est quand même sur des sujets qui doivent où il y a de l'engagement, où il faut qu'il y ait de la conviction, parce que voilà. Autrement, les entreprises nous disent aussi que ça peut être plus compliqué au début. Enfin, la mise en route peut être plus longue. On est quasiment parfois dans des sujets d'open innovation. Hein. On l'applique souvent à la tech. Bon, d'aller imaginer des nouveaux produits, de voir là où il y a des besoins finalement non couverts et que peuvent apporter, qui sont une valeur pour, je veux dire pour l'entreprise, mais qui peuvent pas être mises en œuvre directement. C'est des choses qu'on a vues. Alors sur les quelques exemples que je trouve assez assez représentative et dont vous avez certainement pu entendre parler en ce moment. On a, alors par exemple, en ce moment, Accor a beaucoup communiqué sur son approvisionnement de café auprès de Café Joyeux, qui est une entreprise d'ailleurs qui n'est pas une entreprise adaptée. Hein, ils ont pas, à ce stade, ils n'ont pas été chercher les agréments, mais qui fait travailler des personnes trisomiques et ils sont sur une logique de commerce équitable, en tout cas de travail par des personnes handicapées. Donc là, Accor aujourd'hui propose sur ses hôtels et ses restaurants du café joyeux. Un autre Carrefour, par exemple, qui est alors la grande distribution, c'est un peu hard, hein, la question des achats. Mais ce qui est intéressant, c'est que mais on voit bien qu'on est encore une fois, comme je le disais, sur des choses où ça devient plus anecdotique, où il faut le faire. Carrefour qui engage, qui a lancé une filière qualité pour appuyer la transition agricole, vers la transition agricole, vers le biologique, des petits producteurs locaux, avec du soutien financier au projet pour que les agriculteurs fassent la bascule vers le bio. Donc là, on voit bien tout de suite l'alignement des intérêts entre la recherche du consommateur et puis évidemment la nécessité d'agir sur son territoire pour avoir les filières d'approvisionnement qui se reconstituent et qui sont suffisantes. Donc on n'est pas dans des encore une fois, on n'est pas dans des logiques de bonnes œuvres, on est vraiment sur des logiques. On est éloigné des logiques de philanthropique qu'on aurait pu imaginer il y a quelques temps. C'est vraiment une logique business. Pour le coup, là, on voit l'intérêt pour tout le monde. Bon, la BNP sur cette année qui a vraiment mis en avant toutes ces logiques de récupération, reconditionnement de son parc d'ordinateurs. Donc là aussi, c'est intéressant puisque ça permet à la fois d'être dans des objectifs environnementaux de réutilisation, de remploi, et puis ça fait travailler des associations sur ces questions-là. Ça peut aussi même favoriser l'inclusion numérique via les dons. Bon, il y a des entreprises qui ont lancé des choses, je vais dire plus complexes, hein, comme Accenture avec les logiques de joint venture, notamment avec le groupe de l'ESS AS. On a, je pense, dans le BTP à Vinci Vie, qui a été créé pour favoriser l'intégration notamment des clauses sociales, enfin qu'il y ait les réflexes en interne dans le groupe et faciliter la mise en œuvre de
de ces clauses d'insertion sur les différents marchés. Enfin, vraiment, enfin, je pense que ce qui est intéressant, c'est que toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, quel que soit leur degré d'avancement, peut faire des choses. Des fois, c'est plus facile qu'on est sur des produits à forte marge de mettre en place des actions que quand on est dans l'industrie. Mais bon, je ne vais pas citer L'Oréal qui est très connu sur ces sujets-là, mais par exemple Decathlon, qui a des exemples aussi intéressants où comme tout le monde s'est remis à faire du vélo, et ben, il manquait évidemment la capacité à réparer les vélos, ou pareil pour les raquettes de tennis. Et du coup, ils apportent les machines, ils forment les travailleurs handicapés, et puis après, évidemment, ils leur passent des marchés sur ce nouveau besoin. Donc, on est vraiment là aussi à être, enfin, c'est des démarches d'entreprise qui cherchent quand même à innover, à trouver des besoins, les nouveaux besoins, proposer des nouveaux produits à leur clientèle et à s'appuyer sur l'agilité et l'adaptabilité du secteur de l'innovation sociale pour le faire. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Puis après, il y en a qui vont même sur des choses beaucoup plus même beaucoup plus éloignées. Je pense à Groupama qui a lancé un village virtuel, une marketplace sur les producteurs de façon à favoriser les circuits courts. Donc, j'allais dire, l'imagination est au pouvoir côté grandes entreprises sur ces sujets-là. Merci pour tous ces exemples, Laurence. Et puis, j'en profite parce que tu as souligné la joint venture sociale d'Accenture et ARS sur laquelle j'ai contribué à mon époque d'Accenture à la créer. C'était une aventure assez incroyable, finalement, de connecter une entreprise qui fait 500 000 personnes, une grosse ESN comme Accenture, pour dire, en fait, on va s'intéresser à un sujet. Et dans notre offre business, dans notre offre de valeur, de service, on va engager de l'impact social. Et comme on ne sait pas le faire tout seul, on va aller chercher un acteur qui est très légitime là-dessus, qui est le groupe ARES, qui est un des leaders de l'insertion en Ile-de-France. C'est vraiment des modèles aujourd'hui, j'y crois beaucoup, de performance économique, d'impact social totalement intégrés et qui marient finalement, et c'est là où c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a une porosité de plus en plus fine entre les grandes entreprises et les secteurs de l'ESS qui sont complémentaires. Et ça, c'est une dimension qui était pas vue ou qui était moins bien perçue avant. Laurence, on arrive bientôt à la fin du webinaire. Ce que je te propose, c'est de passer effectivement à une partie de questions-réponses. Alors, il y a une première question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a des entrepreneurs de quartier, puisque c'est notamment un des impacts que vous avez, qui sont réfractaires à travailler avec des grandes entreprises? Je pense que la question qui se cache derrière, c'est que ça peut faire peur pour un entrepreneur finalement, de quartier ou pas, peu importe, hein, de s'attaquer effectivement à un mastodon. Tu parlais d'Accor, tu parlais de Groupama, etc. Qui se dit mais comment je peux probablement réussir à intégrer un panel de fournisseurs d'une grande entreprise comme ça? Voilà pour cette première question. Alors, si c'est sur le plan technique, effectivement, il y a souvent il y a besoin d'accompagnement, et pour le coup, les réseaux liés, je pense au GESAT, Handico, peuvent faciliter ces passerelles-là. Après, il peut y avoir des sujets plus idéologiques avec certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire qui souvent sont par contre qui peuvent être portées par des militants. Nous, on a eu par exemple ce type de réflexion quand on finance un repreneur, par exemple, d'un Burger King. Ouais. Voilà. Est-ce que ça répond aux critères environnementaux, sociaux, et en même temps qu'on regarde quelle est la population embauchée dans les Burger King en termes d'emploi, l'impact social, il est énorme. Donc, il peut y avoir des sujets idéologiques, hein, je pense, avec certaines entreprises. Et sinon, sur le plan technique, effectivement, ça suppose quand même un effort pour les grands groupes d'avoir un autre type d'approche, de chausser d'autres lunettes, parce que c'est clair que c'est des entreprises quand même qui sont, encore une fois, qui sont petites, qui sont un peu plus fragiles, et ça suppose de mettre en place, d'avoir une vision peut-être plus long terme, surtout si on veut développer de nouvelles choses, d'avoir peut-être une logique d'avance aussi financière
pour lancer des choses. Donc, il faut, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'adaptation et d'arriver avec le fait qu'il y a une volonté de faire cet accompagnement-là pour que ce soit possible. Et puis, de l'autre côté, il y a beaucoup d'injonctions quand même des pouvoirs publics à favoriser les regroupements entre entreprises solidaires, pour mutualiser des offres. Bon, voilà. Mais c'est vraiment, il faut que les deux fassent un pas pour se rencontrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de prestations de services pour pouvoir être dans ces interstices et favoriser votre action. Donc, il faut vraiment j'allais dire, mobiliser l'écosystème pour le coup. Je pense que c'est très important que vous ayez une vision globale, un bon panorama des acteurs et de vous ancrer dans l'écosystème, qu'il soit public ou privé. Top. Bah, merci Laurence pour ta... Alors il y a d'autres questions, peut-être une toute dernière pour tenir le timing et puis on répondra aux autres questions évidemment par mail. Et celle-ci, tu vas pouvoir y répondre très rapidement, qui est comment participer à la tournée des achats impactants. J'imagine que c'est on contacte Impact et puis derrière il y a différentes dates en virtuel, peut-être en présentiel bientôt, Laurence. Sur C'est très facile. Il faut aller sur le pack PAQTE.fr ou sur le site Achat Impactant ou m'écrire, laurence@impact.fr. Donc ça, c'est très simple et on fait votre profilage de vos besoins. On va sourcer en face des entreprises, des quartiers, locales, de l'insertion, du secteur protégé, de façon à ce que aussi les rencontres ne soient pas des rencontres au hasard. Hein. C'est des rencontres qui correspondent à ce que vous cherchez. Et puis là, alors on peut peut-être le dire, on est sur Inclusive Day le 3 juin. On anime sur 2 heures donc une étape de la tournée des achats impactants avec des speed meetings. C'est un des endroits d'ailleurs où il y aura le secteur protégé, mais également tout ce qui est insertion par l'activité économique et entrepreneuriat impact et entrepreneuriat social. Il n'y a que sur l'espace d'impact qu'il y aura cette ouverture-là hein, pour les entreprises solidaires. Donc, pour le coup, là, je vous invite à nous faire remonter vos besoins et puis on vous organise des rencontres à l'occasion de ce salon-là. Super. J'espère que vous trouvez le 3 juin sur une et c'est gratuit. Bon, bah, du coup, on en reparlera, mais effectivement, merci pour cette info et merci pour les autres questions. Effectivement, on y répondra. Juste pour conclure, effectivement, je vous rappelle qu'il y a ce guide-là, hein, Entreprise et performance durable, qui reprend à peu près tout ce qu'on s'est dit et qui sera effectivement de nouveau décliné sur, comme je l'ai rappelé en introduction, sur cette série de webinaires. Donc, on a terminé avec cette intervention, Laurence, et j'en profite. Merci beaucoup pour ta vision et pour ces éléments très concrets et surtout pour les exemples d'inspiration qui nous ont permis de comprendre que finalement on s'éloigne de la logique et on n'est pas dans une logique de bonnes œuvres, de charité, de philanthropie, mais qu'aujourd'hui c'est la création de valeur gagnant-gagnant pour chacun et on vient créer encore une fois de l'impact social, de la performance économique dans des quartiers, dans des territoires auprès de certains publics. Donc merci beaucoup Laurence pour ta vision, ton éclairage. C'était important qu'on puisse l'avoir. Ça a mis en lumière vraiment tout ce qui a été dit lors du prochain épisode. Et puis on se retrouvera pour parler a priori d'un sujet un peu dans le prolongement, et Laurence, tu en as parlé un petit peu, qui est les achats et l'environnement. Et ça, on vous donne rendez-vous effectivement en juin. Laurence, merci beaucoup. On se retrouve bientôt avec tous les événements liés à Impact et au Pacte. Et puis, encore une fois, merci pour ce témoignage. Et puis, bonne journée et à très bientôt à toutes et à tous. Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.